Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, une journée éco-citoyenne à Repentigny, un système novateur pour Exo dans la région, un projet unique pour Stageline et la ville de l'Assomption, et Québec investit 286 millions dans nos routes. Ici Maude Ravenel en remplacement de Charles Lantier. Bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bon midi, mesdames et messieurs. Le 25 mai prochain marquera la deuxième édition de la Journée éco-citoyenne pour la ville de Repentigny. Pour en connaître davantage sur cette journée, je reçois Julie Tellier et Normand Urbain, tous deux responsables en environnement à la ville de Repentigny et impliqués dans l'organisation de cette journée. Bonjour. 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 Donc, expliquez-moi, où aura lieu cette journée? En effet, ce samedi 25 mai, c'est dans 2 écoles secondaires qu'aura lieu la deuxième édition de la Journée éco-citoyenne de la ville de Repentigny. Ça se tiendra donc place à la JBM, École secondaire Jean-Baptiste Meilleur de Repentigny, et à l'École Horizon, simultanément. Puis, quelles sont les activités qui seront offertes au cours de cette journée pour les citoyens? C'est réparti sur les 2 territoires, là, des kiosques qui vont aborder des thématiques principalement de biodiversité, verdissement, gestion de l'eau. On va avoir également mobilité durable avec le CRE Lanaudière qui sera présent pour nous présenter sa plateforme Embarque Lanaudière. On va avoir également accessibilité maison saine, gestion de l'énergie et gestion des matières résiduelles, la présence de la MRC l'Assomption avec nous qui mettra de l'avant la campagne « Réduis à ta manière ». Donc, les citoyens qui vont se rendre à cette journée-là vont vraiment pouvoir avoir une vue d'ensemble sur toutes les façons qu'ils peuvent améliorer l'écologie et l'environnement autour d'eux. Exactement. Et tout ça sera combiné avec un don de compost gratuit aux 2 endroits, des dons de végétaux, arbres, asclépiades, semences d'asclépiades et également de semences de trèfle pour des pelouses durables. Puis justement, les asclépiades, c'est une mauvaise herbe, si on peut dire, mais elle a une propriété très importante. C'est une belle mauvaise herbe. En fait, c'est la seule plante hôte pour les gîtes de larves du papillon monarque qui est reconnue tout dernièrement là, comme une espèce en voie de disparition. Puis, si on aborde vraiment la ville de Repentigny, qu'est-ce qu'elle fait au cours de l'année, là, concrètement, pour améliorer l'environnement à la ville? On a un rôle de leadership. J'assistais l'année passée à un forum à Joliette. Il y avait Jérôme Duprat, des Cowboys fringants, qui nous parlait de qu'est-ce qu'on vit présentement, c'est les répercussions de qu'est-ce qu'on a fait il y a 30 ans. Moi, je ne veux pas être resté assis sur mes lauriers puis rien faire. Fait qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été faites. D'ailleurs, hier, il y avait la remise des monarques. La ville de Repentigny a gagné un prix pour sa micro-forêt au parc Jean-Claude Gravier. Donc, on a un rôle de leadership, de sensibilisation, d'éducation à travers les générations. On doit améliorer la qualité de vie, puis réduire l'empreinte écologique. On doit démontrer, exercer un rôle de leader, puis on doit surtout engager la communauté. Donc, cette mouture-là de l'activité dont Julie parlait, c'est vraiment, là, on a décidé de tout miser, c'est la première fois qu'on le fait, toute la même journée en début de l'année, là où l'environnement, on va se le dire, là, l'environnement est rendu sexy, et donc on doit en profiter de ce moment-là pour passer nos messages à la population. Puis,
Pour les gens peut-être qui ne pourront pas se rendre cette journée-là, pouvez-vous nous donner là, quelques petits gestes écologiques qu'on peut faire au quotidien qui peuvent vraiment aider la planète? Je vais laisser le soin à Julie. Bien, on pourrait inviter, en fait, la population à consulter notre site Internet qui est grandement complet avec notre guide de l'éco-citoyen qui a été inauguré justement à la première journée éco-citoyenne l'année dernière, en 2023. C'est un guide complet avec des exemples d'initiatives environnementales émises par la Ville de Repentigny où on apprend que les pompiers ont des méthodes d'arrosage pour essayer d'économiser l'eau et être aussi efficaces, où on peut avoir des exemples à la maison de ce qu'on peut faire pour économiser l'énergie. Et surtout, on invite la population à aller jeter un coup d'œil sur tous les programmes de subvention qui sont également offerts à travers ce guide d'éco-citoyens-là, parce qu'on sait que souvent les alternatives environnementales sont un peu plus dispendieuses, mais on veut offrir à la population l'opportunité de pouvoir en choisir cette alternative environnementale-là en compensant, en offrant des subventions pour faire ce choix-là. Donc, ça vient compenser un petit peu l'apport budgétaire que pourrait être un petit peu plus dispendieux. C'est nouveau, puis je vous dirais que c'est en forte demande présentement, les programmes de subvention. Oui. Bien, on invite les citoyens à se rendre samedi à la journée citoyenne. Julie Tellier, Normand Urbain, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Du côté du transport en commun, une nouvelle technologie permettant aux personnes avec un handicap visuel de mieux se déplacer en autobus a été déployée. C'est sur la ligne d'autobus 15 à Repentigny que la compagnie de transport EXO a mis en place le système Navilance. On écoute le reportage. Un groupe avec des limitations visuelles nous ont dit qu'on a besoin de plus d'aide pour naviguer dans votre réseau. On a de la difficulté à savoir où aller dans les stations, à avoir l'information en temps réel aussi sur les prochains départs, les prochains arrêts qu'on est à bord des autobus. Donc, c'est pour répondre à ce besoin-là qu'on a implanté la solution Navilance. Donc, c'est une solution qui a été développée en Espagne. C'est assez connu à travers le monde, dans des grandes villes. On est heureux d'être les deuxièmes au Canada et les premiers au Québec à le tester. C'est super simple, donc c'est très simple, c'est vraiment juste des codes, un peu comme des codes QR, mais plus gros et avec des couleurs. Mais pour vous donner une idée, c'est un code QR qu'on installe un peu partout sur le réseau. Les usagers, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à télécharger une application gratuite. Il y a deux options, Navilance pour les gens avec des limitations visuelles, donc c'est des directives verbales, vocales. Et il y a Navilance Go où on a aussi des directives visuelles. Donc ça aide les gens là, qui ont besoin juste d'un peu de soutien visuel aussi. Et donc, ils téléchargent ces applications-là gratuitement. Il n'y a pas de compte à créer, quoi que ce soit. Ça prend quelques minutes. Puis ensuite, ils ouvrent l'application et le téléphone va détecter automatiquement les codes. Donc, aucun besoin de viser ou de chercher le code. Ça se connecte automatiquement jusqu'à 20 mètres de distance. C'est très puissant. Et le code, ensuite, donne de l'information aux usagers. Donc, deux grandes fonctions. C'est vraiment aider l'usager à naviguer, comme je disais. Donc, ça peut dire... prochain, aller tout droit pour la billetterie, à gauche pour la toilette, des choses comme ça. Et ça peut aussi dire le prochain arrêt est dans 10 minutes, donc l'information peut en temps réel. On est en partenariat avec des usagers qui ont eux-mêmes des limitations visuelles pour implanter le projet. C'est sur la ligne 15 à Repentigny uniquement pour l'instant. C'est notre première ligne accessible. On trouvait que c'était un beau complément, un bel ajout. Donc, on l'a implanté sur une seule ligne, à peu près 90 arrêts, 12 véhicules, ici la station Repentigny où il y a des codes aussi. Puis là, on se donne 8 mois pour vraiment tester et faire des tests avec des usagers, apprendre, peaufiner notre approche pour voir comment ça peut être utile plus largement. En gros, pour l'expérimentation en cours, là, on parle de 89 arrêts tout le long. Donc, tous les arrêts de la ligne 15, en fait, ont des codes installés. Quand il y a un abribus, on a mis des affiches. Donc, il y a deux codes par abribus. Sinon, c'est vraiment des panonceaux. Donc, en haut du panneau d'arrêt, on a rajouté un autre panneau avec le code Navilance. L'usager, quand il arrive grâce au code, dans le fond, il peut se positionner correctement à l'arrêt. Le code va lui dire « Installe-toi ici » pour vraiment être face à l'autobus quand il va arriver. Ensuite, il y a des codes aussi sur les véhicules. Un qui est vers l'extérieur, puis il y en a à l'intérieur. Celui vers l'extérieur, son utilité, c'est vraiment de confirmer quel est l'autobus qui arrive. Donc, dans le fond, l'usager est à l'arrêt avec son téléphone. L'autobus arrive, ça lui confirme ligne 15 Repentigny. Donc, il sait que c'est le bon véhicule, il va pouvoir embarquer. Il embarque dans le véhicule. Les codes à l'intérieur, eux, vont dire c'est quoi les prochains arrêts. Donc, si je suis assise, toujours avec mon téléphone, pas besoin de viser, automatiquement, le code me dit prochain arrêt, terminus Repentigny et le suivant est celui-là.
Donc, je peux vraiment me préparer puis savoir quand j'ai à descendre. Et ça m'aide aussi à trouver les portes pour me positionner. Ça répond à un besoin. Ça m'a fait remarquer qu'il y a d'autres sociétés qui pourraient bénéficier d'une technologie comme ça parce que, par exemple, on parlait d'enjeux de sécurité pour les gens qui ont des limitations visuelles. Des fois, ils ne voient pas, un exemple très concret, qu'il y a une piste multifonctionnelle entre eux et l'autobus. Donc, l'arrêt est là, il y a une piste multifonctionnelle et l'autobus est là. Ça peut être très dangereux pour eux de traverser sans savoir s'il y a un vélo qui arrive. Donc, c'est un sujet que d'autres opérateurs disaient qu'il y avait des problématiques avec ça. Et nous, bien, on avait cette solution-là qui on peut dire aux usagers, attention, une piste multifonctionnelle devant vous. Donc, ça a été une belle occasion de se rendre compte que la solution répond à plusieurs besoins. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Un défi d'innovation a été lancé à l'entreprise lanaudoise Stageline. L'entreprise a été mandatée pour construire une scène écologique qui appartiendra ensuite à la ville de l'Assomption. Voici ce que Charles Lantier nous a préparé. C'est une invitation de Alliance Métal Québec qui sollicitait des donneurs d'ordre, des entreprises privées, des villes, à lancer des défis à des entreprises selon un besoin qu'elles avaient. Alors, dans notre cas ici, nous, on avait besoin d'une scène qui pouvait être autonome au niveau de l'énergie, donc soit par panneaux solaires, soit par batterie, tout ça. Question de pouvoir installer ce type de scène-là qu'on utilise souvent dans les municipalités, mais avec le moins de bruit possible relié à des moteurs, mais surtout que ce soit d'un point de vue environnemental très positif. Bien, ici, à l'Assomption, on a une foule d'événements culturels. On prête aussi, on a une scène dont on est propriétaire, puis d'autres fois, on en loue chez Stageline. Souvent, bien, nos organismes nous demandent d'avoir accès à ces équipements-là. Mais actuellement, les équipements viennent avec une génératrice ou viennent avec du pouvoir électrique qui est nécessaire. Alors maintenant, de rendre cette structure-là autonome, donc c'est une structure qui est importante, qui peut être montée en 2-3 heures, ça serait plug and play, comme on dit, si vous me permettez l'expression anglaise, puis de façon responsable. Donc, ça serait gagnant-gagnant, ça serait efficace pour nos citoyens, ça va être utile pour notre communauté. Oui, c'est un concept de scène qui n'existe pas. Puis c'est d'où le mot défi, innovation dans ces projets-là. Donc, c'est de concevoir à partir de zéro ce nouveau projet-là. Nous, on s'occupait de gérer le projet de défi innovation pour la fabrication métallique. C'est-à-dire qu'on a fait des présentations de projets aux différentes municipalités, dont l'Assomption, qui a décidé de lancer un défi. L'idée des défis innovation, c'est vraiment de répondre à des besoins, trouver des solutions qui n'existent pas au Québec pour répondre aux besoins des municipalités. Donc, l'Assomption voulait avoir une scène éco-énergétique, a lancé un défi aux manufacturiers québécois et c'est Stageline qui a répondu au défi par le projet de scène éco-énergétique. Cette scène-là va ressembler à la scène sur laquelle vous vous trouvez. C'est exactement la même grandeur, mais il y a 2 gros défis. Cette scène-là va être en aluminium parce qu'on ne voudrait pas qu'elle soit tractée par finalement un camion qui est utilisé avec les semi-remorques. On voudrait un pick-up. Alors, il y a
réduction de poids. En même temps, il y a une obligation de résister, je veux dire, d'être conforme au code du bâtiment de la même façon que ce bâtiment. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est celui de voir jusqu'où on peut aller avec une batterie. On peut utiliser une batterie qui va remplacer le moteur à essence et en même temps pour le déploiement. Ça, c'est une batterie de moyenne taille. Nous, on voudrait une batterie encore plus grande qui pourrait être utilisée en partie pour répondre aux besoins d'électrification du son, de l'éclairage. Et le troisième, c'est est-ce qu'on peut intégrer des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires, avec l'équipement qui vont faire en sorte qu'elle soit totalement autonome, même pour se recharger. Ça, c'est les défis. Jusqu'où on peut aller, on est à la merci du poids des panneaux, des coûts, je veux dire, parce que ce n'est pas un produit qu'on fait juste pour le plaisir de le faire. C'est un produit qu'on fait pour le vendre. Alors, on va voir là jusqu'où on peut aller avec ça. C'est un projet qui peut aller facilement entre 1,5 et 2 millions. La saison estivale est à nos portes et le tourisme gourmand se déploie dans la région cet été. La coordonnatrice au Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, Marie-Josée Demers, est en studio pour aborder les circuits touristiques gourmands. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que les circuits touristiques gourmands? Les circuits touristiques gourmands, c'est un outil qui existe depuis de nombreuses années, qui est fait en collaboration avec Tourisme Lanaudière, qui regroupe des entreprises qui font de l'agrotourisme. Donc, on parle de tourisme sur une terre agricole ou encore du tourisme gourmand, comme c'est le cas, par exemple, dans un restaurant ou une boutique du terroir. Et vous avez donc dans l'outil, qui est la nouvelle, celle-ci, c'est la nouvelle mouture, vous avez 61 adresses donc à parcourir, à visiter, qui sont offertes, présentées sous la forme de 5 circuits avec des entreprises tout autour. Alors, vous déployez la carte, vous avez un paquet d'adresses et de suggestions en fonction des intérêts que vous avez, de dégustation que vous avez le goût d'explorer et des rencontres que vous voulez faire aussi, parce que c'est ça, de faire du tourisme gourmand, c'est d'aller à la rencontre de celui qui produit, qui transforme un produit directement sur place. Et ça s'appelle Goûter Lanaudière. Donnez-nous quelques exemples de en fait, il y a des classiques des entreprises qui y sont depuis de nombreuses années. Je pense entre autres à la Terre des Bisons du côté de Rawdon. Je pense au Jardin des Noix, situé à Saint-Ambroise de Kildare, qui propose des visites du verger des noix, des dégustations des produits. La ferme Guy Rivet ou encore Miel de chez nous du côté Sainte-Mélanie, qui est très apprécié des familles parce qu'on a des installations pour plaire aux enfants. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a 7 restaurants du terroir pour les gens qui aiment découvrir un territoire par sa nourriture. Alors, vous avez des restaurants qui mettent en valeur des produits de chez nous, de Lanaudière. Alors, vous êtes assurés avec ces adresses-là d'avoir les saveurs de chez nous, là, donc au menu de vos visites estivales. Et là, vous avez la carte en format papier, mais c'est possible aussi de la downloader sur Internet. Bien sûr, bien sûr. D'abord, cette carte papier-là, vous allez la retrouver dans les bureaux d'information touristique un peu partout dans Lanaudière. Et vous pourrez aussi, et là, je déploie sans trop faire de bruit. Alors, vous voyez ici la fameuse carte avec les petites présentations à l'endos ici. Cette carte, cet outil, vous pouvez le télécharger sur le site donc, des circuits. Vous passez par Goûter Lanaudière, vous passez par Tourisme Lanaudière ou encore goûter.lanaudière.ca, tout simplement. Et il va aussi avoir dans plusieurs commerces des panneaux d'interprétation. Quelles sont leurs utilités? En fait, il faut savoir que pour être de cet outil, on doit avoir minimalement de l'interprétation. C'est la différence entre une entreprise qui fait du tourisme gourmand, de l'agrotourisme ou pas. On peut être une entreprise, une ferme qui produit des légumes, qui a son kiosque de vente à la ferme, et ça s'arrête là. On fait une forme d'agrotourisme, mais si on veut être sur la carte, il faut aller plus loin. Il faut pouvoir vulgariser, partager ce qu'on fait à travers de l'interprétation. Alors, certains, en fait, ils en ont tous, qui prennent différentes formes, mais certains avaient besoin de renouveler les panneaux, certains avaient besoin de bonifier ce qu'ils avaient en place. Alors nous, on a accompagné 14 entreprises cette saison dans l'élaboration, la conception, la création de super beaux panneaux de 2 par 3 pieds qui pourront afficher fièrement pour expliquer ce qu'ils font, l'histoire de la ferme, la transformation, toute la culture des produits. Donc, c'est vraiment façon de dire qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de cette entreprise-là.
On a aussi les marchés publics qui reviennent à nouveau dans la région cet été. Quand on parle de tourisme gourmand, bien, les marchés, c'est un bel exemple. Et cette année encore, vous avez un regroupement de gestionnaires de marchés publics qui se côtoient dans un comité qui est porté par le Conseil de développement bioalimentaire. Et le but de ça, bien, c'est un partage de bonnes pratiques. C'est une campagne promotionnelle concertée qui prend la forme, entre autres, de ce carton-là, sur lequel vous avez l'ensemble, il y en a 18 cette année, de marchés avec les adresses, les lieux, donc les dates et les heures. Parce qu'il y a des marchés qui sont là en action tous les jours, toutes les semaines de l'été, et d'autres qui seront en opération 3-4 dates pendant la saison. Donc, vous avez tout ça. Et encore là, ces cartons dans les bureaux d'information touristique chez l'ensemble des marchés. Quand vous en visitez un, vous prenez le carton pour aller voir les autres. Donc, si on a envie d'avoir un été gastronomique, on va être servi dans la région avec toute cette belle offre. Vous avez l'embarras du choix. Bien, merci beaucoup, Madame Marie-Josée Demers, d'avoir venu nous visiter aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Cette semaine, à Vue d'ici, on aborde deux aspects vraiment très intéressants de l'entraide citoyenne. Tout d'abord, on s'intéresse au réseau d'éclaireurs en santé psychologique de Lanaudière. Et en deuxième partie, avec nos invités, on parle de cohabitation intergénérationnelle en résidence pour personnes aînées. C'est un rendez-vous jeudi, 18h. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. C'est plus de 286 millions qui seront investis dans les différentes routes et autoroutes de la région au cours des prochains mois. C'est la ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, qui en a fait l'annonce au Château Joliette. On regarde le reportage. Si on regarde l'ensemble des investissements au Québec, pour les 2 prochaines années, il y a eu une augmentation d'à peu près 4 %. Dans Lanaudière, c'est une augmentation de 18 %. Donc, sécurité, bien entendu, développement économique, parce que le développement économique régional passe évidemment par des infrastructures routières qui sont en bonne santé. Donc, 286 millions pour l'ensemble du territoire de Lanaudière. Il y a aussi la poursuite de travaux qui ont déjà été commencés. La 158, qui malheureusement est une route extrêmement meurtrière, fait encore partie de la liste des investissements qu'on va continuer de faire dans Lanaudière parce que c'est un axe qui est extrêmement important. Donc oui, développement de nouvelles infrastructures, mise à niveau, asphaltage, mais également répondre à des enjeux de sécurité comme par exemple la 158. Vous savez, il y a eu un désinvestissement majeur là, dans les 20 dernières années. Et là, on commence à prendre le dessus. Là, depuis quelques années, là, on met beaucoup d'argent. Là, vous l'avez vu encore cette année, une augmentation de 18 %, c'est énorme. Ça a l'air peu, mais sur des sommes aussi importantes, ça fait pas mal de kilomètres de plus. Donc, effectivement, il y a des travaux à faire, on a du rattrapage à faire et on est en train de le faire actuellement. Je suis très heureux de ce que ça va amener, tant pour la sécurité des gens que pour le développement socio-économique de la région. Si on parle de ma circonscription particulièrement, là, Rousseau, qui est la MRC Montcalm, il y a 3 projets majeurs là, qui ont été annoncés déjà il y a 2 ans. Les 3 ont débuté. C'est le prolongement de l'autoroute 25 en route nationale 4 voies, de Saint-Esprit jusqu'à Sainte-Julienne, la voie de contournement à Saint-Lin-des-Laurentides et la 158 entre Saint-Alexis et Joliette en route nationale 4 voies aussi.
Ces 3 projets-là ensemble, ça représente près de 400 millions d'investissements. Il n'y a jamais eu des sommes comme ça qui ont été investies dans Rousseau depuis le début de l'histoire du monde. Donc, on est très contents, mais c'est des projets de grande envergure qui nécessitent beaucoup d'évaluation, beaucoup de planification. Donc, c'est en train de se faire. La voie de contournement à Saint-Lin est débutée. La 25 aussi. La première phase, c'était des travaux sur la 125 existante pour aider un peu à améliorer la fluidité là, du trafic. Mais on va annoncer bientôt là, des travaux qui s'en viennent dans ce projet-là aussi. Et la 158 continue son cours. On avait commencé déjà il y a quelques années avec un carrefour giratoire à Saint-Jacques. Là, on part de l'autre bout de la 158, dans le coin de Joliette, et on s'en vient vers Saint-Alexis. Donc, les 3 grands projets majeurs là, chez nous, au niveau routier, c'est ceux-là. Et sinon, il y a plusieurs autres interventions plus précises, entre autres la 341, là, qui est terrible là, entre Saint-Ligorie, Saint-Jacques, Saint-Alexis, en passant par Sainte-Marie-Salomé, tout ce coin de la 341, là, je vous le dis, là, ça n'a pas de bon sens. Là, je sais qu'on va la paver cet été. Et la 335 à Saint-Calix, on a des plaintes régulièrement. Je l'ai annoncé tantôt. Là, il y a 3 projets différents à Saint-Calix. Mais Saint-Calix, cette année, va se refaire une beauté. Je suis vraiment content. Bien, écoutez, pour l'Anaudière, c'est 286 millions. C'est une augmentation de 18 %. Dans les moulins, on est quand même chanceux. On va avoir notre échangeur Urbanova qui va se réaliser. On a aussi les travaux qui se poursuivent sur la 337, là, dans la direction de la Plaine, avec l'élargissement entre Major et Guillemette. On a aussi le pont d'étagement du Charles de Gaulle sur la 40, qu'on va refaire les piliers, mais ça va être à l'été 2025. Cette année, on devrait commencer à avoir des travaux sur des seigneurs aussi, proche du terminus d'autobus. On doit faire le pont d'étagement qui traverse l'autoroute 25. Donc, il y a des plans de contingence qui sont en mesure aussi pour assurer la fluidité des transports. On va avoir nos autoroutes 40, 640 aussi, qui va avoir l'enlèvement des roulières et du pavage aussi pour assurer une bonne bande de roulement pour les automobilistes. Donc, c'est quand même plusieurs travaux qui sont faits un peu partout sur le territoire. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale du 23 mai. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter notre site Internet pour voir ou revoir nos émissions. À bientôt!